J'ai reçu ce matin un message très juste, hein, une personne qui me précisait que les familles qui ont fait fortune ne font pas forcément le mal. Et ce n'est pas mon propos d'ailleurs. Le but de ces vidéos, c'est pas de dire que les riches sont méchants, et que les pauvres sont gentils. Bien au contraire, on a vu un tas de pauvres, hein, soi-disant pauvres, qui sont des vrais teignes, et inversement des gens très riches et qui sont des bonnes personnes. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous démontrer que ces 12 familles abominables ont des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Les méthodes qu'elles ont utilisées, leur attitude, leur fonctionnement, leur structure, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons leurs descendants qui sont invisibles et qui gouvernent les États, notamment, on va parler de la France, c'est tous ces gens-là, Carnegie, les Rothschild et tout ça, qui sont, on va dire, les gouverneurs de la France. Et tous nos députés, nos institutions, le président de la République ne sont que des pions. Et c'est pour ça que le peuple, lui, ne sert à rien. Il est même de trop. Donc, il faut bien comprendre ça. Parce que quand vous allez comprendre, et surtout par rapport aux vidéos, vous allez très vite comprendre qu'il faut mettre en place un vrai dissident. Vous allez très vite comprendre que si vous continuez à voter pour ces gens qui se disent soi-disant qu'ils aiment la France, vous allez encore de plus en plus enfoncer la France. Et toutes les méthodes que nous voyons de déconstruction de la France, de déconstruction de la famille, de perte des repères des jeunes, de la violence des jeunes, de l'idéologie, c'est-à-dire qu'on défend le mal c'est bien de le défendre, on défend tout n'importe quoi qui correspond à ces institutions qui sont financées par ces gens-là. Ils ont très vite compris que pour acheter les États, il faut acheter donc les dirigeants, il faut acheter surtout la dette, et comme ça, on va maîtriser le peuple. Leur but, c'est de tout contrôler de A à Z. Et donc, c'est exactement ça le but des vidéos. On va continuer là avec le Andrew Carnegie, et vous allez voir, on peut dire que lui, c'est acier, sang et meurtre. À tout de suite. Alors, Andrew Carnegie, lui, est né en 1835 et il est mort en 1919. Et il est souvent représenté comme un enfant devenu magnat grâce à son travail, à son intelligence, bref, un enfant pauvre qui est devenu riche. Mais c'est pas du tout ça le mythe, hein. Le mythe, la réalité, c'est surtout qu'il s'est élevé grâce à un système industriel violent et surtout d'exploitation. Très tôt, il comprend que contrôler l'acier, pour lui, c'est contrôler l'acier, les ponts, les gratte-ciel, les usines, les armes, bref, tout ce qui se construit avec l'acier constructible, cherchez le mot, c'est contrôler le monde. Et ça, il l'a très 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 vite compris. Et la société Carnegie Steel domine le secteur, notamment grâce à la compression des coûts qu'il a mis en place et à la guerre sociale contre les ouvriers. On va venir un petit peu plus tard. Il comprend aussi très 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 vite que l'innovation technique, notamment dans son usine, elle sert surtout à extraire un maximum, c'est bien un maximum de valeur humaine au détriment de la santé, de la sécurité, de la dignité des travailleurs, pour extraire un maximum d'acier constructible. Parce que à l'époque, au 19e siècle, l'acier constructible, c'était un peu comme le pétrole noir. Mais à partir de là, il a voulu réduire les coûts, donc réduire les salaires, et la répression, si vous voulez, qu'il a eu au niveau des ouvriers, elle a atteint son paroxysme à Homestead, en Pennsylvanie, le 1er juillet 1892. Et c'est pour ça que je disais en préambule de la vidéo que leur méthode est encore actuelle aujourd'hui. Quand vous allez voir et comprendre et surtout entendre, savoir ce qui s'est passé le 1er juillet 1892, vous allez dire, finalement, ça me rappelle bien notre époque. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, il faut savoir qu'au début, Andrew Carnegie, il n'avait pas forcément d'usine de sidérurgie, et en revanche, il a jeté son dévolu sur une petite usine aciérie en difficulté au Pittsburgh, vers, on va dire, je crois que c'est 1891, quelque chose comme ça.
Et donc cette usine était en difficulté, et lui, grâce à cette usine qui était en difficulté, il s'est dit, tiens, avec celle-là, je veux faire la plus grande des usines d'aciérie de mon empire. Donc il achète l'usine et il a investi plusieurs millions pour la moderniser. Et afin de pouvoir extraire un maximum d'acier constructible, et surtout que aucune autre usine en concurrence avec lui puisse sortir la même quantité que lui. Donc il serait numéro 1 sur le marché. Et lorsqu'il réussit à faire les travaux, il faut reconnaître que la scierie de Homestead, c'est un véritable bijou, une merveille de modernité pour l'époque. Et mais il y a un hic, évidemment, c'est que toute cette modernité, elle ne peut pas fonctionner sans la main-d'œuvre humaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, ils font tout pour que la main-d'œuvre humaine disparaisse. Vous voyez, là, c'est encore une fois pour vous montrer que les conséquences sont les mêmes méthodes. Je vous rappelle qu'Elon Musk a dit que d'ici la fin de chaque année, il faut qu'il sorte quelque chose comme 100 000 robots ou 1 million de robots, enfin bref, quelque chose comme ça. On revient donc à notre affaire. Donc je le disais, elle peut pas fonctionner sans main-d'œuvre humaine, mais pour maintenir la croissance avec tous les millions qu'il a investis, lui, il doit réduire les coûts et notamment les salaires. Tiens, nous y voilà. Mais pour garder les mains propres, lui, il est très soucieux de son image, de l'opinion publique. Donc pour faire le sale boulot, il désigne son président qu'il a nommé Henri Frick. Et bon, je sais pas si c'est un jeu de mots. En tout cas, la prononciation en anglaise est peut-être pas très bonne, mais en tout cas en français ça fait Frick. Donc c'est Henri Frick. Et lui, ça tombe très bien parce que lui, l'opinion publique sur ses méthodes, il n'en a strictement rien à faire. Et le seul but pour cet homme, c'est d'obéir à son patron. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, et de gagner. Oui. Donc c'est pour ça qu'en France, vous n'avez plus de faire référendum, le peuple n'est jamais écouté, parce que le seul but des présidents de la République qui se sont succédés, on va dire depuis Chirac, pour pas dire Pompidou, c'est de répondre et de satisfaire le patron invisible, que eux voient mais que vous ne voyez pas. Alors lui, il a mis en place des méthodes en parlant aux ouvriers qu'il allait réduire les coûts et qu'il allait pousser les ouvriers à travailler de plus en plus. Mais un petit groupe d'ouvriers, lui, il s'est quand même préoccupé de ces méthodes-là. Donc, il décide de se réunir. Il faut savoir que le syndicalisme, à cette époque-là, venait d'arriver et que c'était pas encore la puissance qu'on a pu connaître après. Donc, ils se réunissent. Et donc, il parle de ce que Fricks voulait mettre en place. Et Fricks, lui, il mise surtout sur de l'autoproduction. Donc, comme je viens de le dire, il poussait les hommes à travailler de plus en plus. Par exemple, ils faisaient des journées de 12 heures, voire sur 6 jours, voire sur 7 sur 7. Donc, vous imaginez bien que les ouvriers étaient très fatigués et la sécurité était aussi mise en cause, vu que les gens n'étaient plus, on va dire, sereins quand ils allaient au travail. Et pourquoi il a poussé les hommes à travailler de plus en plus comme ça, avec des cadences infernales? Comme ça, il se dit, si jamais il y a la grève, il y aura un grand stock d'acier constructible qui pourra toujours livrer donc à ceux qui en ont besoin, et la demande sera respectée. Il faut savoir que donc du coup, les ouvriers commençaient à travailler dans cette cadence infernale, et que la moitié du temps, voire la moitié de leur vie, les 13 ouvriers passaient leur temps dans l'usine dans des conditions épouvantables et surtout dangereuses. Et à force de travailler comme ça, évidemment, ils ne sont pas loin du point de rupture. Et donc pourquoi ? Parce que les accidents sur la chaîne de production s'enchaînaient, et de plus en plus de voir leurs collègues, leurs camarades tomber, pour eux, c'était plus acceptable. Donc, mais Frick, il n'en avait rien à faire. Et sachant qu'il avait le soutien de son patron, donc je vous rappelle qu'Andrew Carnegie, qui n'a pas voulu se mouiller et se montrer dans cette opération de ténèbres, il prend les devants, il frappe le premier, et il indique clairement aux ouvriers que le Carnegie Steel, que l'entreprise ne va pas négocier, et que les conditions de travail ne vont pas changer, voire pire. Donc,
qu'est-ce qui se passe automatiquement quand vous sortez ça à des gens qui sont déjà sur le fil, sur un fil? Ils vont se réunir. Ils se réunissent et ils disent que c'est pas possible de continuer de travailler dans ces conditions. Et ils soumettent, ils votent plutôt à la grève et tout le monde est d'accord. Carnegie Company has wiped out organization in the Edgar Thompson Works, has wiped out organization in the Coke region, and are about to wipe out organization in Homestead. No! The time has come to send Mr. Frick a message. That's right. We do not accept the new pay scale. No. We do not accept the poor working conditions. No. We do not accept the long hours. No. And why can we do this? Because we are a union. Yeah! And nobody will break us. Yeah! All those in favor of striking, raise your hands. Yeah! Donc là, qu'est-ce qui se passe aussi? Parce qu'ils ont anticipé, ils connaissaient un peu leur patron, entre guillemets, donc ils vont ériger des barrières d'acier pour éviter que le Frix puisse mettre des remplaçants. Voilà, comme ça, c'est pour ça que vous avez aussi des gens qui mettent des barrières quand il y a des grèves, parce que c'est pour éviter que les patrons mettent des remplaçants. Alors j'insiste, quand je dis patron, évidemment, vous avez bien compris que Frick, c'est pas un patron en fait, c'est un grand employé un exécutant. Parce que les vrais patrons qui créent de tout de A à Z, qui sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche, rarement ils se comportent comme ça. C'est pour aussi un peu arrêter de dire patron, vous êtes des salauds. Non, quand on crée une entreprise de A à Z, on n'a aucun intérêt, aucun plaisir de faire toutes ces méchancetés, toutes ces choses injustes qu'on voit justement pour les grands manias qui ont été élevés avec une cuillère en or dans la bouche et qui ont souvent eu des héritages et qui se comportent comme Carnegie et Frick. On revient à notre vidéo. Donc ils ont érigé des barrières pour éviter qu'il y ait des remplaçants. Et donc Frick il décide de ne pas céder et il va réprimer la révolte. Alors il va faire appel à ce qu'on appelle au Pinkerton. Alors Pinkerton, c'est quoi? C'était en fait une armée de mercenaires. Mais au début, c'était pas les Pinkertons, n'étaient pas une armée de mercenaires, c'était un cabinet de détectives privés. Mais très vite, ils sont devenus bien plus que ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient employés par les grandes entreprises, notamment pour protéger les usines, les chemins de fer, pour infiltrer les syndicats, tiens, la méthode n'a pas changé, pour recueillir les renseignements sur les ouvriers, celui qui dérange, on infiltre et puis on regarde ce qu'il fait, etc. Puis doucement derrière, on menace, voire on fait pire, pour escorter les briseurs de grève, voilà, et surtout pour intervenir armés dans les conflits sociaux. Voilà. Je crois que il y a pas si longtemps que ça, en Pays-Bas, on a tiré à balles réelles sur les agriculteurs, les gilets jaunes, on tire dessus. Voilà. Puis quand vous vous rebellez, on vous prend vos fonds. La fameuse loi là qu'ils ont pondue sur la haine, l'incitation à la haine. Donc si vous dites quelque chose qui plaît pas, hop, on vous prend tous vos fonds. C'est les mêmes méthodes. C'est pour ça que j'insiste, ce sont les mêmes méthodes parce que nous avons les héritiers ou les gens qui ont été formés par ces familles-là, ces 12 familles abominables, mais il y en a d'autres. Mais ceux-là, c'est les pires. C'est pour ça que je fais, encore une fois, j'insiste beaucoup, je fais la série sur ces familles-là. Parce que il faut mettre l'ennemi invisible dans la lumière. Voilà. Donc, il faut savoir que les Pinkerton, à l'époque, ils dépassaient l'armée américaine en armement. Vous vous rendez compte un peu? C'était vraiment une milice incroyable qui a pris une puissance et oui, c'est ça, et un pouvoir inconditionnel sur l'État. Alors, faut savoir quand Henri Frick a fait appel à ces gens-là, donc ils sont arrivés devant les barricades et ils ont demandé aux ouvriers de retirer les barricades. Les ouvriers ont dit non. Et qu'est-ce qui s'est passé? De suite, le combat a commencé. Ils ont tiré à arme à feu, donc à balles réelles, sur les ouvriers. He calls in
reinforcements. Under pressure to quell the revolt, Frick brings in the Pinkertons, a mercenary army capable of outgunning the U.S. military. Tear down this barricade! Fire! Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les résultats plutôt. D'innombrables ouvriers, officiellement, il y en a 9 qui sont décédés et d'innombrables ouvriers ont été gravement blessés. Mais néanmoins, ces ouvriers, avec beaucoup de courage, ils ont réussi à tenir bon. Et quand ils ont tenu bon, ça a dérangé le gouverneur. Donc le gouverneur, lui, a fait venir la police, la milice plutôt d'État, pour soi-disant remettre l'ordre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, quand la ministre d'État est arrivée, finalement, Hofstede est revenu sous le contrôle de Carnegie, donc de Fricks, et les ouvriers ont été déboutés. Voilà, donc ils sont restés, les morts sont restés là où ils étaient, voilà, donc sans aucune indemnité. Et ceux qui étaient gravement blessés, on n'a pas trop de nouvelles, mais en tout cas, l'entreprise a pu continuer à avoir sa rentabilité. Voilà. Et alors, faut savoir que pendant tout ce massacre, parce que ça s'appelle un massacre, Andrew Carnegie, vous savez où il était? Lui, il était réfugié en Écosse. Et il a feigné l'ignorance de ce massacre, et il n'était pas au courant. Voilà. Parce qu'il fallait garder son image. Alors, bien évidemment, comme ces gens sont il n'y a pas d'autre mot, des pourritures, il a fallu faire comme les Rockefeller, c'était donner pour redorer l'image, parce que si les Rockefeller aussi, eux, ont fait aussi un massacre qui s'appelle le massacre de Lundo. Je vais faire une vidéo dessus, et pour redorer leur image, les Rockefeller se sont amusés à donner, déjà ils ont employé un journaliste, un photographe, pour qu'il puisse les photographier chaque jour, à donner des pièces de 10 cents aux enfants. Voilà, comme ça, il faut changer l'image. C'est pareil, Carnegie, qu'est-ce qu'il a fait à la fin de sa vie, lui? Il fallait absolument qu'il ait une image philanthropique, et donc c'est ce qui s'est passé. C'était une personne les plus appréciées aux États-Unis au niveau de la philanthropie, et il a donné 350 millions de dollars, à des œuvres caritatives. Il a créé plus de 2500 bibliothèques gratuites portant son nom. Voilà, il a aidé des institutions culturelles, les églises et les parcs publics, sûrement parce que en vieillissant, on se rapproche de la mort. Peut-être qu'ils se disent finalement le Christ, Dieu existe, donc j'essaie de rattraper, de faire rédemption sur mes péchés. Désolé, je fais une petite interruption dans la vidéo. C'est pour vous signaler qu'il existe en France une bibliothèque au nom de Carnegie. Elle se situe à Reims, dans l'est de la France. Elle est très jolie. Vous pouvez aller la visiter. Je vous mets en image. Mais n'oubliez jamais que tous ces actes de philanthropie, de générosité ont été réalisés sur de la souffrance humaine, sur du sang humain et sur des meurtres d'ouvriers. Et puis, il continuait tout un tas de donations pour changer son image. Est-ce que ça a fonctionné, encore une fois? Parce que quand on parle de Carnegie aux États-Unis, même au niveau des gens qui connaissent un peu, c'est quelqu'un de bien. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens, ce type a massacré, a tué, mais du moment qu'il donne de l'argent, c'est quelqu'un de bien. Donc vous voyez que le peuple aussi est fautif. Voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos. On ne peut pas accepter des gens comme ça. Ils ont tué, ils ont massacré. Pour eux, la vie humaine, c'est rien du tout. C'est pas possible. C'est pas parce qu'ils vieillissent, qu'ils donnent de l'argent qu'il faut leur pardonner. C'est impossible. Donc il faut aussi se réveiller et comprendre qui se cache derrière nos élus. Pour qui ils travaillent. Pourquoi toutes ces lois contre les peuples arrivent? Parce que c'est une guerre contre les peuples. Tous ceux qui se présentent à l'élection 2027, là, qui passent dans les médias, sont leurs simplement employés de ces gens-là. Vous comprenez? Alors pour finir, on peut dire que comme Rockefeller et Rothschild, Carnegie, lui, il n'a pas combattu l'État ou le peuple. Ces gens
pensent qu'ils sont l'État et le peuple à eux seuls. Voilà. Donc gardez bien cette vidéo en mémoire. J'en referai d'autres, évidemment, sur les autres personnes qui correspondent à cette haute mafia. Mais ce sont des gens comme ça qui ont façonné le monde et les États, notamment occidentaux, depuis le 19e siècle. Ils ont érigé des institutions, ils ont érigé des banques pour contrôler la dette, pour contrôler la dépendance, pour contrôler les États. Et si on contrôle la dette et les États, on contrôle le peuple. Voilà pourquoi vous avez ces malheurs en France. Voilà pourquoi nous avons une jeunesse dépravée, violente, parce qu'ils sont aussi dans des institutions culturelles. Voilà pourquoi la famille en France est complètement détruite. Le père n'a plus son rôle, les hommes ne se connaissent plus leur place, les femmes pensent qu'elles peuvent tout réussir sans un homme, parce que ça a été déconstruit. Regardez la vidéo que j'ai faite sur le planning familial. C'était surtout avant tout pour réduire la population, tant qu'à faire pour ériger une race supérieure, c'est exactement mis comme ça, et en plus pour éliminer la race noire.